on s'est lancé dans une aventure, c'est-à-dire qu'on prenait tous les jours des photos de surf et on faisait un surf report en fait des conditions météo de la journée à Bondi Beach. Donc on a eu très vite beaucoup de fans, des gens qui nous suivaient. Donc on a commencé de fil en aiguille, on a lancé un site internet où justement on exposait nos photos. Et donc à notre retour en France, on a décidé on voulait en fait montrer, excusez-moi, je suis un petit peu stressée donc je trouve pas toujours mes mots. En fait, quand on est rentré en France, on s'est dit pourquoi pas partager avec les gens donc notre expérience. Mais pour ça, on voulait aller un peu plus loin et partager notre expérience en fait en sensibilisant les gens aux problèmes environnementaux. Parce que c'est vrai qu'en Australie, les gens sont beaucoup plus sensibilisés à ces problèmes-là. Et en France, les gens laissent un peu de côté ce genre de problème. Et donc, on s'est dit, pourquoi pas partager ça avec un moyen en fait artistique, donc avec nos photographies. Donc, avec ces photographies, en fait, on essaye de témoigner le mieux qu'on peut de la beauté de la nature, de nos océans, à travers le surf essentiellement, mais aussi à travers des photos de paysages, des photos de populations dans d'autres pays en fait. Et donc à travers ces photos, voilà, on essaye de vous témoigner de la beauté de notre environnement, de notre planète, et pour vous inciter un maximum à la protéger du mieux qu'on peut. Donc comme le thème de la conférence, c'est 3 niveaux d'engagement pour sauver nos océans. Nous, on est entre guillemets un des engagements en fait particuliers entre guillemets. Donc on prend des photos et on vous témoigne de la beauté et en contrepartie on reverse sur chaque bénéfice de chaque photo 10% à Surfrider Foundation Europe. Et voilà. Je pense que je sais pas, t'as quelque chose à rajouter? Merci beaucoup d'être ici et d'être venu nous écouter. Ce que je vous propose, j'ai oublié de le mentionner juste avant en fait, mais si vous avez des questions, en fait on va avoir les 3 interventions et ensuite on aura une séance d'échange avec la salle si vous avez des questions sur l'une des 3 interventions. Donc maintenant je passe la parole à Pierre donc pour nous présenter Notox justement. Merci. Ouais, je vais prendre la petite zapette là pour bonjour à tous. Donc je remercie Benjamin, Nora et la Surfrider d'avoir pensé à nous pour venir agrémenter donc le 2e engagement de la soirée. Donc comme vous voyez, nous on est à fond dans le recyclage, on recycle même nos présentations, hein, ça date du 28 mars dernier. Mais bon, elle est toujours d'actualité, elle est pas encore périmée, loin de là. Donc, alors on va rentrer dans le vif du sujet. Vous allez sûrement entendre des choses que certains savent, que d'autres savent pas, mais surtout des choses qui vont être, dans un premier temps, pas du tout agréables à entendre, mais progressivement qui vont donner une petite lueur d'espoir au fil de la présentation. Donc, il y a 2 chiffres importants qu'il faut connaître dans l'industrie de la planche de surf. C'est 15 000 tonnes de déchets industriels dangereux déversés sur les côtes dans le monde chaque année, et 20 000 artisans exposés à des maladies graves chaque année dans le monde pour nous équiper en planches qui nous servent à sillonner les océans. Donc ça, c'est le côté un peu pas terrible de l'industrie, je ne sais pas si vous le savez, mais ça a été en gros le point de départ de notre aventure. Donc je vais vous raconter l'aventure humaine pour que vous puissiez voir un peu comment est-ce qu'on peut rentrer dans ce genre de démarche et qu'est-ce qui nous anime en dehors des produits que vous pouvez voir au travers de notre activité. Donc en gros, tout avait commencé en 2006 à la machine à café. Donc on était dans une entreprise de robotique, Benoît, Dominique et moi-même. Et Benoît, qui était shaper amateur, nous relatait que en fait, le plus gros fabricant de matériaux dans le monde pour la fabrication de planches de surf, qui était Clark Foam aux États-Unis à l'époque, fermait ses portes pour des raisons de santé et de sécurité. Donc ses employés contractaient des maladies extrêmement graves et ils étaient sous le coup des lois contre les émissions de gaz à effet de serre, qui a fait que cette usine a préféré
fermer ses portes plutôt que de se mettre aux normes et délocaliser son activité au Mexique, là où visiblement ça posait beaucoup moins de problèmes. Donc là, on a été un peu choqués quand même de se dire que quelle est cette industrie qui quand même a plutôt une vocation relativement nature de par l'image qu'elle en donne, pour se comporter de la sorte. Donc on a mené notre enquête de manière assez approfondie et on a commencé par essayer de comprendre comment étaient faites les planches de surf pour savoir qu'est-ce qu'il y avait vraiment derrière ces chiffres qui étaient assez alarmants. Donc on a commencé par visiter des ateliers qui étaient utilisés pour faire de la sous-traitance de planches, donc principalement entre les Landes et le Pays Basque, vu qu'il y a quand même une grosse activité dans le domaine près de chez nous. Donc pour ceux qui ne le sauraient pas, donc la fabrication de planches de surf se déroule en 3 étapes, à savoir le shape, le glace, donc la pose d'une stratification en fibre de verre et résine sur la planche, et le ponçage, qui consiste à dresser l'état de surface pour qu'elle soit parfaitement lisse, et donc qu'il n'y ait plus aucune aspérité. Donc chacune de ces étapes représente des dangers pour la santé et aussi des dangers pour l'environnement, dans le sens où chaque étape utilise des matériaux qui sont relativement dangereux. Donc pour le shape, on utilise des mousses de polyuréthane qui contiennent des gaz toxiques et dont la quantité de déchets, comme on peut voir sur la première photo, voilà, celle-là, donc génère des poussières et des déchets relativement importants. Il faut savoir qu'on met à peu près la moitié du pain à la poubelle quand on shape une planche. Donc des déchets très importants dont aujourd'hui on ne sait pas quoi faire. C'est pas des choses qui sont recyclables. Ensuite, la stratification. Donc ici, on a une image assez édifiante d'un gros atelier de stratification en Thaïlande. Donc on voit les gars qui fabriquent vraiment des planches à la chaîne équipées de gants de vaisselle. Donc jusque-là, c'est pas super adapté. Et d'un masque à poussière alors qu'ils sont en présence de solvants extrêmement puissants. Et donc des déchets de fibres de verre et de résine qui là aussi sont complètement impactants parce qu'aujourd'hui on ne sait pas quoi en faire. Ensuite, ici vous avez l'archétype d'un poste de préparation de résine avec 3 fûts d'acétone qui sont ouverts et donc qui laissent l'acétone s'évaporer à longueur de journée. Ce qui correspond pour un atelier standard qui fait environ 400 planches, à peu près 1,5 tonne d'acétone par an, comme ça, qui s'évapore dans ces ateliers. Et pour finir, mais après je vous promets j'arrête, le ponçage, donc qui est la dernière étape et qui est une des étapes les plus dangereuses, parce que là on est exposé à des poussières extrêmement fines, de résine et de fibres, qui donc ont exactement la même propriété cancérigène que l'amiante, et donc qui exposent les artisans ponceurs à des choses vraiment pas très sympathiques. Donc, on s'est dit, tout ça c'est quand même un tableau qui est particulièrement noir, mais surtout, pourquoi est-ce que c'est comme ça aujourd'hui ? La réponse est relativement simple, c'est que l'industrie du surf a basé son activité sur un emblème, qui est la planche, parce qu'il faut bien se dire qu'il n'y avait pas de planche, il n'y aurait pas d'industrie du surf. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui, on peut constater que le chiffre d'affaires lié à toute l'activité annexe de l'industrie de la glisse est bien plus important, donc 11 millions de dollars par an, que que le chiffre d'affaires lié à la vente de planches de surf. Donc aujourd'hui, choisir entre quelque chose qui coûte pas grand-chose et qui rapporte beaucoup et quelque chose qui catalyse tout un tas de problèmes et qui rapporte qu'un dixième du chiffre d'affaires mondial, les choix ont été vite faits. On essaie de faire un peu de greenwashing et puis on met plein de jolis athlètes et de belles photos et on en oublie la première chose qu'on a, c'est celle qu'on a sous les pieds. Donc, fort de ce constat, on s'est dit qu'il était important d'essayer de restaurer la place de l'emblème dans l'industrie de la glisse. Et donc, on a commencé par une chose, c'était faire un atelier qui soit entièrement aux normes de santé et de sécurité et qui permette aussi le traitement de tous les déchets de production. Donc pour ça, on s'est alloué les services de la CARSAT, donc la Caisse d'assurance maladie, de la médecine du travail, qui nous a audité un peu comme des cobayes pendant 1 an avec des radios des poumons, prise de sang, analyse d'urine et compagnie, pour être sûr que ce qu'on faisait allait être nickel. Et aussi avec Bilta Garbi, qui est le syndicat mixte de gestion des déchets sur le BAB, parce qu'en fait, ce sont eux qui se retrouvent destinataires de tous ces déchets industriels dangereux, alors qu'ils ne sont censés traiter que des déchets ménagers. Donc, ils nous ont aidés à mettre en place toute cette démarche de traitement des déchets. Donc ici, vous avez une vue panoramique de l'atelier qu'on a mis en place et que vous pouvez venir visiter toute l'année,
du lundi au vendredi. On fait toujours les visites avec beaucoup de plaisir. Donc vous voyez des extractions d'air qui sont très importantes, qui permettent le traitement de l'air dans les veines de glaçage. On a aussi des étuves pour confiner les produits pendant le durcissement des résines. On a aussi pensé tout ce qui était ergonomie, donc pour éviter mal de dos, donc tous les troubles musculo-squelettiques, donc avec notamment des racles qui sont réglables électriquement. Et vous voyez un peu partout donc tout ce qui est bleu, donc les points de tri sélectifs des différents déchets, à savoir les déchets de fibres, les déchets de résine, les déchets de solvants, les chiffons de nettoyage, etc. Dans cet atelier, on a aussi remplacé entièrement l'acétone. Donc aujourd'hui, on n'utilise plus que des solvants qui ne s'évaporent pas. Donc on passe, ce que je disais, d'1,5 tonne par an à uniquement 120 litres de solvant chaque année. Donc ce qui est quand même un gain assez important. Quand on a lancé l'atelier, la première année, on a fait que des planches classiques parce qu'on n'était pas connu et notre techno-biomatériaux n'était pas encore au point. Donc on en a profité pour faire une campagne d'évaluation vraiment très claire des déchets de production liés à la fabrication des planches. Donc on a fait ce constat relativement édifiant qui était que tous les matériaux sont approvisionnés, sont importés d'un peu partout sur la planète, sauf près de l'endroit où ils sont fabriqués, et que la fabrication d'une planche de 3 kg génère presque le double de son poids en déchets dangereux, dont aucune partie n'est recyclable. Donc là, on s'est dit qu'il y avait quand même un problème, ça faisait beaucoup de déchets. En plus, on connaissait le coût du traitement approprié, donc on oscillait entre 5 € et 20 € le kilo, ce qui est énorme par rapport à un simple envoi en enfouissement technique, comme ce que peuvent faire au mieux la plupart des shapers. Et en plus, c'est un non-sens économique parce que quelque part, on achète quand même 3 fois la matière pour en mettre les 2 tiers à la poubelle. Donc même la ménagère classique fait pas ça quand elle fait la cuisine. Hein. Enfin, je sais pas chez vous, mais chez moi, c'est pas comme ça. Donc on s'est penché sur le problème et on s'est convaincu donc depuis le début qu'il y avait une voie qui pouvait être portée, qui soit à la fois écologique, donc respectueuse de l'environnement, éthique, respectueuse des personnes, mais aussi technologique. Parce qu'on savait que tout ça, forcément, ça allait coûter un peu plus cher et que quelque part, si la planche elle rendait pas de meilleur service qu'une planche standard, personne n'allait l'acheter, quoi. Donc on s'est progressivement intéressé à la substitution des différents matériaux de la planche, donc à savoir remplacer la fibre de verre par, le panda c'est pour après, par des fibres de lin. Donc on a étudié tout un tas de fibres, mais le lin est quand même une fibre qui est endémique en France, donc qui est cultivée dans le nord de la France, qui est d'ailleurs le premier producteur mondial, donc il y a une filière qui est très organisée dans le domaine, et c'est une fibre qui est qualifiée de Kevlar végétal, donc c'est bien loin du simple tissu qu'on pourrait imaginer, c'est quelque chose qui a des propriétés mécaniques extrêmement importantes. Ne serait-ce que si on se dit que les cordages de bateaux sont faits comme ça depuis des centaines d'années, même les plus gros, on se dit que c'est vraiment une fibre efficace. Ensuite, on s'est focalisé sur des résines époxy qui contiennent des molécules d'origine de ressources renouvelables. Donc là, ce sont des résines époxy qui sont hybridées avec des huiles de lin ou des huiles de ricin. Donc en gros, on économise de la ressource non renouvelable pour la synthèse de ces résines. Donc là, on parle de biosourcing à plus de 50%, donc entre 50 et 60%. Ensuite, on a remplacé les mousses de polyuréthane par du polystyrène recyclé, dont on s'est efforcé de mettre en place le circuit de revalorisation avec le fabricant, qui livre des caisses de marée à Saint-Jean, récupère le polystyrène chez nous et l'amène à son usine de recyclage qui est dans le 47. Et ensuite, on s'est inspiré de techniques de production issues de l'aéronautique, de manière à être sûr qu'on travaille toujours le plus possible sous vide, ce qui implique qu'aucune émanation de produits dangereux n'est effectuée pendant la polymérisation des composites, parce que la planche est enfermée dans une espèce de bâche, donc une chaussette complètement hermétique. Donc voilà le panda. Donc voilà la planche, une photo de la planche qu'on a mise au point. Donc la technologie s'appelle Green One. Donc aujourd'hui, on a vraiment passé le cap du simple prototype. Le prototype, c'était en 2010. Même, je peux dire que depuis le 29 août dernier, on a fêté la millième planche qui a été vendue. Et en plus, c'est une planche un peu symbolique parce qu'elle a été shapée par William Riddle Stretch, donc un des 4 plus gros shapers mondiaux, un shaper californien. Donc ce qui nous laisse présager de l'avenir de ce type de technologie. Donc on se rassure en voyant que ça flotte, jusque-là il n'y a pas de problème. Ça peut même faire des tubes, donc jusque-là le potentiel est assez important.
Et surtout, voilà les résultats obtenus. Donc on s'est efforcé de relocaliser entièrement les matières premières, donc le polystyrène en Aquitaine, les résines en Bretagne et région PACA, et le lin qui est cultivé dans le nord de la France et tissé en Belgique. Ce qui a pour effet d'avoir une quantité de déchets produite sur la production d'une planche qui est de 4 kg au lieu de 6 précédemment. Et surtout que sur ces 4 kg, on en recycle effectivement les 3/4. Ce qui fait qu'il ne nous reste plus qu'un seul kilo de déchets dangereux, là où avant on en avait 6. Donc par une démarche d'éco-conception, on arrive quand même à avoir des résultats qui sont plus que tangibles, sachant qu'on réduit les impacts par 6 sur ce type de planche. On a formalisé tout ça au travers de l'affichage environnemental, qui est une expérimentation poussée par le ministère de l'écologie il y a 2 ans. Et donc ici, on voit une analyse comparative entre une planche polyuréthane standard et une Green One, mais toutes les deux fabriquées dans nos ateliers. Donc on voit qu'il y a des facteurs d'amélioration intéressants en termes de réchauffement climatique et aussi de consommation de ressources non renouvelables. Mais on sait par ailleurs qu'une planche classique faite dans un atelier standard a un impact qui est 4 fois plus important que celui qu'on voit ici. Donc si je peux dire, les matériaux c'est un peu la cerise sur le gâteau, mais donc ça nous a montré qu'avant tout les conditions de travail sont aussi un vecteur d'amélioration environnementale particulièrement importante. Donc ça nous a valu des mises en avant dans la presse qui étaient assez inattendues. Donc on a été élu 7e start-up française cette année par le magazine Challenge. Alors ça, on s'y attendait vraiment pas parce que quand même, on est un peu des microbes et coincés au fond de notre impasse anglaise, pour ceux qui nous connaissent, fallait quand même venir nous chercher là-bas. On a vu que ça a aussi attiré les politiques. Donc ici, vous avez Monsieur Le Foll, le ministre, le ministre de l'Agriculture, qui était là à l'occasion d'une animation faite par la Confédération du lin, qui cherche à montrer justement que des applications techniques et commercialisées aujourd'hui existent pour utiliser les fibres naturelles. Là, vous avez la responsable de la Confédération. On s'est aussi assez rapidement intéressé à quels étaient les pays dans le monde qui marquaient un intérêt à notre activité. Donc ça, ce qui nous a mis la puce à l'oreille, c'est l'année dernière, on a vendu 80 planches au Japon, c'est-à-dire presque plus que ce qu'on avait pu vendre dans les magasins au Pays Basque. Alors c'était quand même assez paradoxal. Et donc on s'est rendu compte qu'il y avait plusieurs points comme ça, donc les États-Unis, donc notamment la Floride et la côte est, et aussi l'Angleterre, le Danemark, l'Allemagne, le Japon et l'Australie qui étaient intéressés par notre activité. Donc ça nous a induit à réfléchir à un modèle d'expansion internationale qui soit lui-même respectueux des conditions sociales des pays qui allaient acheter les planches. Donc on a pensé à un concept qui s'appelle le modulab, qui est en fait assez simple, se dire à partir de 400 planches, plutôt que d'exporter bêtement les produits vers les pays consommateurs, eh bien on va aller installer des toutes petites usines localement pour pouvoir fabriquer les planches sur place et les vendre sur place, et donc ainsi participer à l'ancrage de la culture, de tous ceux qui ont fait que le surf s'est implanté et s'est pratiqué sur les côtes, et utiliser des ressources locales, le travail, les matériaux, etc. Donc ici vous avez les premiers embryons, donc c'est la maquette de ce que sera le modulab, donc des petites unités autonomes en énergie, qui assemblées entre elles créent des postes de travail qui incluent tout ce qui est gestion de la santé et point de tri sélectif des déchets. Petits blocs qui, agrégés entre eux, peuvent former une usine, on va dire, environnementale pour la fabrication des planches de surf, qui, de par ce caractère justement éco-friendly, pourrait même permettre, et là on est en discussion avec des gens qui sont en Australie en ce moment, l'intégration de ce type d'usine près de spots qui sont aujourd'hui dans des zones classées naturelles, service qu'aujourd'hui aucune commune ne peut rendre parce qu'on ne peut pas mettre ce type d'industrie aussi près des côtes. Donc je vais passer assez rapidement là-dessus, mais on a aussi des projets de recherche et développement assez poussés avec notamment une start-up grenobloise qui détient des brevets extrêmement intéressants sur l'exploitation de la cellulose pour pouvoir créer des monomatériaux, donc des matériaux qui sont très faciles à recycler et qui sont extrêmement efficaces avec des qualités mécaniques même assez proches de l'acier, qui pourraient nous permettre un jour de faire des planches de surf. Donc on est vraiment en veille sur ces domaines. Donc le constat
était assez simple, c'est qu'aujourd'hui on consomme 4 gigatonnes de pétrole brut chaque année, ce qui nous montre qu'on a à peu près 50 ans d'utilisation de pétrole devant nous, alors qu'on a un gisement de 100 gigatonnes de cellulose qui est renouvelé chaque année sur Terre. La cellulose peut nous permettre de faire des fibres, des résines, des renforts, des matériaux d'âme, donc des matériaux composites qui soient 100% recyclables et donc on peut entièrement réinjecter dans la chaîne de revalorisation. Ce qui fait qu'on a vraiment un gisement de matières premières pour les produits de grande consommation qui est extrêmement important si on se donne la peine de se pencher sur ce type de technologie. Bon, ça je passe, c'est juste pour vous expliquer comment les fibres sont liées entre elles. Donc, en conclusion, j'ai une phrase un petit peu bateau, mais qui va faire écho à une dernière chose dont je voulais vous parler. Changer pour un système vertueux est l'affaire de chacun de nous. Donc aujourd'hui, notre entreprise est en cours de développement, et c'est vrai que il y a encore énormément de choses qu'on fait qui sont perçues, notamment par les banques, les financiers, comme des contraintes que nos concurrents n'ont pas, et donc qui font écho à, si on peut dire, une moins bonne compétitivité. Ce qui est complètement débile, parce qu'on sait que c'est quand même des notions d'avenir, et qu'aujourd'hui, si on ne fait pas ce genre de choses, ce qui paraît tout à fait normal, ne pas polluer, ne pas tuer les gens, il n'y a personne qui est censé être contre ça, quoi. Eh bien, aujourd'hui, les seuls ressorts qu'on a pour arriver à infléchir un peu le monde financier est justement de s'appuyer sur la foule. Et donc, il y a assez peu de temps, on a lancé une campagne de financement participatif. Je ne sais pas si vous connaissez ces choses-là. Le terme anglais, c'est le crowdfunding. Et là, c'est des choses qui sont particulièrement intéressantes parce que, en l'espace de 2 mois, on a réuni presque 350 votants sur notre projet, sur une plateforme française qui s'occupe de ça. Et ces 350 personnes ont amené des moyens qui étaient plus ou moins importants en fonction de leurs possibilités, donc qui oscillaient entre 100 € et 10-15 000 € pour certains. Ce qui fait qu'aujourd'hui, cette foule qui s'est intéressée à notre projet nous a doté d'une somme qui va nous permettre d'aller plus loin. Et ce qui est important, c'est que les valeurs qu'ils ont mis derrière leur investissement étaient complètement différentes de celles que les financiers mettent derrière un investissement. Ce qui aujourd'hui permet d'infléchir la décision des financiers et d'essayer de les faire aller dans un sens justement de plus de responsabilité et de plus de respect de l'environnement. Voilà. Donc j'hésiterai pas à répondre à vos questions tout à l'heure. Merci. Donc merci Pierre pour ton témoignage. Donc ce second, on va dire, niveau d'engagement. On va maintenant passer au troisième et dernier niveau d'engagement en fait, avec une présentation d'un projet qui nous tient à cœur maintenant depuis 2010, qui est en fait un projet en fait de portage à l'UNESCO. Je vais vous expliquer de quoi il s'agit. Donc si on fait un petit peu d'histoire du surf depuis son apparition sur la côte basque, on remarque donc je pense que vous le savez tous qu'il est apparu en 1957 sur les côtes. Grâce en fait à la venue de Peter Wirtel qui était en train de tourner un film à ce moment-là et qui a amené avec lui une planche qui a permis aux premiers surfeurs ici de surfer des vagues et qui sont maintenant ceux qu'on appelle les tontons surfeurs. Dans les années 80 et 90, on a une prégnance du surf sur le littoral sud-aquitain, donc on va dire de Lacanau jusqu'à Hendaye, avec notamment le développement de compétitions nationales et internationales, et aussi l'implantation de l'ensemble des sièges sociaux de marques de surfwear, donc de l'industrie de la glisse, et ainsi qu'une bonne quantité en fait, de shapers, donc de fabricants de planches. Ensuite, dans les années 90, on a une communauté surf en fait, qui est investie et qui se questionne sur l'impact, en fait, la dégradation de leur environnement. Et c'est de là qu'est née en fait, notre association, donc Surfrider Foundation Europe, suite justement à ces inquiétudes face à la dégradation en fait, du lieu de pratique en lui-même. Et enfin, dans les années 2000, on s'est dit qu'il y avait une nécessité de trouver de nouveaux outils en fait, pour permettre la sauvegarde des vagues qui étaient en danger, mais aussi du coup du surf. Donc on est tous d'accord sur le fait qu'il faille en fait, protéger le surf et les vagues, mais à partir, sous quelle forme et à partir de quels outils. Donc chez Surfrider, en fait, on a développé plusieurs outils donc de protection de cet environnement. Le premier étant le réseau de suivi de la qualité de l'eau,
de l'eau de baignade. Donc en fait, ce suivi est opéré tout au long de l'année sur les différents spots, que ce soit en Aquitaine, en Méditerranée ou en Bretagne. Et nous y étudions les paramètres bactériologiques mais aussi chimiques de l'eau. Ensuite, un second outil en fait, est un programme qu'on a développé chez Surfrider depuis en fait, la base de l'association et qui s'est développé depuis les années 2006-2007. Donc c'est le programme Gardien de la Côte. C'est un programme en fait, qui permet à n'importe qui de saisir Surfrider, de devenir bénévole et de s'engager auprès de Surfrider pour essayer de venir résoudre une dégradation en fait, sur l'environnement, de résoudre un problème environnemental. Et enfin, par les missions globales de l'association et l'ensemble de ses représentations en fait, dans les différentes instances de gouvernance ou de consultation, on exerce en fait un lobbying au niveau local, européen, mais aussi international sur l'ensemble des directives et des lois qui peuvent être votées pour l'environnement marin et littoral. Cependant, est-ce que ces trois outils en fait, sont suffisants à la sauvegarde de cet environnement et à la sauvegarde des vagues ? Donc, c'est une question qui a notamment été posée en 2010 lors de la première Global Wave Conference qui s'est organisée à Tenerife, aux Canaries, sous l'initiative de Tony Butt, un émérite océanographe. Et en fait, elle réunissait les différents acteurs en fait, de la préservation du littoral, mais surtout des vagues, pour essayer de voir quels pouvaient être les différents moyens d'action de l'ensemble de ces personnes-là pour sauvegarder leur environnement. Donc, de cette première conférence, en fait, il y a eu l'émergence d'une volonté de trouver un outil de reconnaissance commune qui soit connu par le grand public. De là, en fait, ont été émises deux hypothèses. Donc, les deux étant des solutions à l'UNESCO, puisque l'UNESCO est quand même une institution connue, on va dire, de tous. Donc, la première solution était par le biais des sites classés au patrimoine naturel. Je vais y revenir un peu plus tard. Donc, la première solution. Et la seconde solution est par le biais des pratiques culturelles inscrites au patrimoine culturel immatériel de l'humanité. En 2011, Surfrider Foundation Europe a eu l'occasion en fait, d'accueillir la seconde Global Wave Conference, ici à Biarritz, mais aussi à San Sébastien en Espagne. Et ça a été l'occasion en fait, de partager entre les différents acteurs qui étaient réunis, les différentes ONG, les différentes menaces qui pèsent actuellement en fait, sur le lieu de pratique et sur les vagues et sur le surf. Cette conférence a aussi permis d'échanger des bonnes pratiques en termes de sauvegarde de notre patrimoine littoral. Des cas que chaque ONG avait rencontrés en fait, sur leur territoire et qui pouvaient être reproduits avec d'autres cas sur d'autres territoires. Et enfin, la troisième Global Wave Conference est organisée cette année à Rosarito au Mexique, donc par Surfrider Foundation mais aux États-Unis et Wild Coast Costa Savare. Donc cette conférence a abouti à la création d'un réseau officiel d'acteurs engagés pour la préservation du littoral, des vagues et du surf. Et nous y avons présenté justement le pilotage du projet UNESCO que je vais vous exposer maintenant. Donc ce projet UNESCO, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y avait deux solutions. La première solution étant de passer par le patrimoine, par les sites classés au patrimoine mondial, donc patrimoine naturel. Et le second choix est celui de classer des pratiques culturelles au patrimoine culturel immatériel. Le premier, en fait, la première solution était intéressante dans la mesure où elle allait protéger des sites particuliers. Cependant, on a observé que en fait, certains sites qui étaient présents dans des pays qui n'avaient pas signé la convention de l'UNESCO ne pouvaient pas bénéficier justement de cette protection-là. De plus, ça ne protégeait que l'ensemble des spots qu'on avait décidé d'inscrire sur la liste au patrimoine mondial, mais ça ne protégeait pas l'environnement de façon globale et la culture du surf de façon globale, enfin le surf de façon globale. Donc on s'est plutôt porté sur la seconde option, donc inscrire la pratique culturelle qui est liée au surf, au patrimoine culturel immatériel, parce que en fait cette solution permet de protéger de façon globale les pratiques liées au surf et donc dans une autre mesure de protéger l'environnement qui est intimement lié à la pratique. Donc de quoi il s'agit ? Il s'agit de reconnaître donc, ces pratiques culturelles liées au surf. Alors quelles sont ces pratiques culturelles ? On en a une multitude. En fait, vous avez tout ce qui va être de l'ordre des visions artistiques, que ça peut être la photo, la vidéo, la peinture. Vous avez aussi tout ce qui est la culture et les codes qui sont transmis de génération en génération entre surfeurs
et donc notamment les codes de priorité sur la vague, la façon d'analyser un spot, d'essayer de comprendre la météorologie. Vous avez toute une linguistique qui est associée à la culture du surf. Le surfwear, des techniques de shape où le shape était transmis de shaper en shaper. Vous avez aussi une architecture un peu particulière. Enfin, vous avez cet ensemble en fait de dérivés culturels qui sont liés à une certaine culture du surf et qui est en fait très prégnante ici en Sud-Aquitaine. Donc justement, il y a en fait donc cette culture se cristallise sur le long du littoral, sur le berceau européen du surf en Europe, donc sur cette côte-ci. Et nous, dans notre projet, nous avons défini cette côte allant de Seignos jusqu'à Hendaye. Et enfin, pour aborder la problématique, nous avons retenu une approche donc sociologique, ethnologique, pour essayer d'analyser cette culture, d'analyser en fait ces rites qui régissent en fait la communauté surf. Pour cela, en fait, on est aidé d'un docteur, donc Monsieur Christophe Guibert, qui enseigne à l'université d'Angers et qui est membre d'un laboratoire qui s'appelle le laboratoire Espace et Société, et qui a beaucoup écrit dans les années 90 et 2000 sur l'utilisation du surf par les politiques publiques pour avoir un ancrage territorial fort du surf en Aquitaine. Donc de quoi cela va se constituer? En fait, nous aimerions réaliser un inventaire de ce patrimoine culturel immatériel à partir d'enquêtes de terrain qualitatives qu'on aimerait accompagner d'extraits vidéo. Il s'agit en fait d'aller à la rencontre de cette communauté surf, qu'elle soit constituée par les surfeurs, mais par les artistes, par les gens qui se promènent sur le littoral, par des politiques qui investissent ou qui on va dire, façonnent leur commune vers le surf, des gens aussi qui font partie de l'industrie de la glisse. On aimerait en fait aller à la rencontre de ces personnes et recueillir leurs paroles pour comprendre quelle est véritablement cette culture surf et qu'est-ce qui la régit. Et donc cet inventaire viendrait enrichir en fait les différents inventaires patrimoniaux qui sont menés par le ministère de la Culture et de la Communication en France. Donc le but dans ce projet est véritablement de placer la parole humaine au cœur du projet. On ne sait rien, à l'heure actuelle on ne sait rien, on espère justement tirer beaucoup d'enseignements de ces entretiens, de ces interviews. Et accompagné de cet inventaire, nous aimerions réaliser un documentaire qui viendrait se juxtaposer à cet inventaire et qui expliquerait en fait la relation que nourrit l'homme avec la nature et particulièrement avec les vagues ici sur le littoral sud-aquitain. Donc si on regarde un petit peu, si on se projette un petit peu dans le temps, la planification du projet en fait, donc cette année en 2013, nous sommes à la recherche déjà de partenaires, nous en avons trouvé certains, nous sommes toujours à la recherche de nouveaux partenaires, notamment pour valoriser le projet, mais aussi pour avoir une approche un petit peu nouvelle, donc sociologique, ethnologique. Nous sommes actuellement en train d'écrire le projet et on essaie de communiquer, d'essayer de fédérer un petit peu l'ensemble de cette communauté surf autour de notre projet. Ensuite, en 2014, nous espérons présenter le projet au ministère de la Culture pour pouvoir réaliser en 2015 cet inventaire et ce documentaire sur les pratiques culturelles liées au surf. Enfin, en 2016, nous communiquerions sur l'ensemble des livrables, donc que ce soit publications scientifiques ou alors plutôt des communications à grand public, et remonter en fait le projet au ministère pour que ensuite l'État français, donc qui est le seul à pouvoir porter le dossier auprès de l'UNESCO, puisse se saisir de ce dossier-là et fasse la demande d'inscription des pratiques culturelles liées au surf sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel. Alors en fait, si vous voulez avoir un petit peu plus d'informations sur le déroulé en fait du projet et comment on l'a amené en fait, depuis 2010, on a écrit une série en fait d'articles sur le blog de Surfrider que vous pouvez aller voir donc sur l'adresse blog.surfrider.eu, qui retrace en fait le cheminement de pensée qu'on a eu pour arriver maintenant à l'écriture d'un projet que l'on pense aboutir dans les années qui suivent. Le dernier justement billet de ce blog portait donc le nom Le surf et les vagues au patrimoine mondial de l'UNESCO et a notamment été repris par la presse de façon, on va dire, assez unanime.
notamment sur des médias, on va dire, plus généralistes comme RTL, mais aussi sur Surf Report ou alors sur Surfing France ou encore Surf Session. Et en fait, on s'est rendu compte que la thématique intéresse énormément la communauté surf, mais aussi la communauté, les gens qui s'intéressent à l'environnement de façon plus générale. Et cette communication, en fait, venait faire écho au Beach Day que nous avons organisé les 14 et 15 septembre dernier, qui était un événement dont l'objectif était de mettre en avant le patrimoine naturel et culturel présent sur le littoral en proposant une réappropriation du littoral à partir d'activités ludiques et sportives. Donc cet événement, c'était le second cette année. Cette année, on a réussi donc sur 3 sites, donc Quiberon, Cassis et la Thèse de Buch, à sensibiliser 1500 personnes à partir de 9 sports donc, que l'on proposait. Ce qui nous a valu 43 parutions presse. Et enfin, nous avons pu signer 205 cartes postales. D'ailleurs, en parlant de ces cartes postales, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à venir signer en fait nos cartes postales juste là, à côté de la vague. En fait, il s'agit d'une action de lobbying qui permettra, on l'espère, de bannir l'utilisation du sac plastique à usage unique au niveau européen. On dépose les pétitions maintenant, bientôt dans un mois. On est arrivé à un peu plus de 16 000 de signatures de pétitions. Et on aimerait atteindre les 20 000 avant de remettre donc, ces pétitions au commissaire européen de l'environnement, Janusz Potocznik. Et voilà, je vous remercie de votre attention.